Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gabriel Cluzel. Bonsoir Pierre. Notre invité Christian de Boissieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez encore tout récemment enseigné à l'Université Paris 1. Vous faites partie du cercle des économistes qui signe un ouvrage collectif intitulé L'économie sans intox aux éditions Erol. Et puis vous avez également commis un autre livre aux éditions Odile Jacob, La Nouvelle Guerre des monnaies. C'était au mois de mars dernier. Demain, François Bayrou, tous les regards portés sur lui à la conférence de presse à 16h exactement. Plusieurs pistes d'économie sont sur la table, dont le fameux gel, cette année blanche qui devrait intervenir. Quel est votre pronostic, Christian de Boissieu ? D'abord, bonsoir et merci de m'accueillir. L'année blanche, ça me paraît quasiment sûr. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les 40 milliards d'euros qu'il faut trouver, l'année blanche, alors les analyses ne sont pas complètement convergentes, ça peut rapporter autour de 10 milliards d'euros, mais ça va dépendre c'est-à-dire, le gain que ça peut rapporter pour le budget dépend du taux d'inflation. L'inflation a baissé. Oui. Les derniers chiffres montrent qu'en France, si on prend sur 12 mois, l'inflation est légèrement inférieure à 1%. Alors, tout va dépendre de l'inflation, parce que si, au fond, une année blanche, ça veut dire que les dépenses ne sont pas indexées pour l'inflation. Ils conservent leur valeur nominale, et donc, en termes de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, il va baisser en fonction de l'inflation de 2026. Si l'inflation reste autour de 1%, ça peut rapporter, je pense, d'après ce que j'ai compris, autour de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire, ça ferait, je mets ça au conditionnel, un quart du chemin à parcourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Alors, le reste, c'est un cocktail. C'est pas nécessairement un cocktail Molotov. C'est un cocktail de mesures. Ce que je pense, c'est que on risque de jouer sur les mots, parce que il va y avoir la remise en cause d'un certain nombre de niches fiscales, et réduire ou supprimer des niches fiscales, ça revient même que d'augmenter les impôts. Et donc, je voudrais pas que ce petit jeu sémantique soit trop utilisé. Vous avez vu comme moi qu'il y a un certain nombre de niches fiscales qui sont en débat. Il y a la question des emplois à domicile. Il y a plein de choses. Il y a aussi les organismes publics. On a dénombré 1153 organismes publics nationaux. C'est pas vraiment des toutes petites économies. Et puis ce sont pas des niches fiscales. Là. Non, mais je continuais sur l'exemple des niches. J'ai cru comprendre qu'on voulait aussi raboter sur le crédit impôt recherche. Moi, je suis complètement contre raboter sur le crédit impôt recherche. Il y a des niches fiscales qui ne servent pas à grand-chose, qui ont un effet quasi relativement limité. Si on fait le bilan du crédit impôt recherche depuis des années, certes, ça coûte à peu près 7 milliards d'euros par an, en quelque sorte de perte de rentrée fiscale pour l'État, mais ça a quand même subventionné, aidé un certain nombre d'entreprises, y compris les PME et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, à intensifier leur effort de recherche, même s'il y a toujours des effets d'aubaine. Quand vous créez comme ça un système, en quelque sorte, de bonification de subvention, c'est jamais efficace à 100% ou justifié à 100%. Question pour vous, Gabriel Cluzel. Oui, en effet, on entend circuler cette question des niches fiscales. Vous avez raison, on creuse, c'est une augmentation d'impôts, et c'est ainsi que ce sera vécu par Nicolas Quipet, vous savez, ce fameux personnage fictif ou pas en réalité. Qui ne fraude jamais, qui paye ses impôts et qui est matraqué. La bonne poire sur laquelle dans les poches duquel, on vient puiser. Mais comment imaginer que celui-ci puisse comprendre que l'État ne fasse pas d'introspection et d'autocritique, ne s'attaque pas, par exemple, à ces fameuses agences d'État dont on dit que certaines ont quand même une utilité assez limitée. On a parlé du CESE, par exemple. Ça crée une polémique et puis pouf, on n'en parle plus. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on ouvre le débat sur l'efficacité ou pas des dépenses publiques. Vous avez des tas de commissions, des tas de rapports, la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques. Enfin, je vais pas vous dresser la litanie de ces commissions, rapports, qui ont débouché sur des bonnes intentions,
mais pas sur des actions. Bon. Mais là, ce que dit Gabriel, c'est pas un rapport. Ce sont concrètement des agences qui emploient des agents de l'État et qui ont une utilité limitée selon les uns et les autres. Attendez, il se trouve que moi, je dis pas pour ça que je les défends, dans ma vie professionnelle, j'ai eu à m'occuper d'une de ces agences qui s'appelle le Conseil d'analyse économique, qui est placé auprès du Premier ministre, qui a été créé en 1997 par Monsieur Jospin, Premier ministre, et maintenu ensuite. Ouais, enfin, en 97, il y avait de l'argent. Ouais, non, il n'y en a plus. Bon, alors, je crois qu'il y a à peu près 450, autour de 450 agences dans le sillage de l'État, et je suis persuadé... Beaucoup plus, apparemment. Bon. Mais ce sont des vaches sacrées. 700 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs. Enfin, on peut faire le... Enfin, ça dépend. J'étais plutôt, effectivement, sur vos 400 et quelques. Mais moi, je suis pas contre... je veux dire, ça me poserait pas de problème de remettre en cause le Conseil économique, social et environnemental. Et ben voilà, alors pourquoi est-ce que vous... Mais alors, ce qu'il faut voir, si vous voulez, vous additionnez... Ouais. C'est pas un ou quelques agences qu'il faut supprimer. Pour aboutir à quelque chose qui permette d'atteindre la masse critique en termes d'économie, faut peut-être supprimer la moitié. Regrouper. Alors, il y a eu des efforts de regroupement, des opérations de fusion, mais c'est pas assez. Je pense aussi, si vous voulez, que sur le problème de la réduction des dépenses publiques, parce que c'est ça le sujet, le problème se pose aux 3 étages de la fusée. État, collectivité territoriale et sécurité sociale. Donc la question de l'efficacité ou pas des dépenses des collectivités territoriales se pose également. C'est pas unique. Ça plaît pas aux non, mais élus je dis locaux, ça mais parce qu'on en parle rarement. On parle toujours du budget d'État justice. Sur la Sécu, c'est tout le débat. Sur les dépenses de protection sociale, la réforme des retraites, etc. On trouve les sujets. Mais je répète que je pense qu'il faut travailler sur les 3 étages de cette fusée, parce que les concepts européens, les concepts maastrichtiens, pour calculer le déficit public et la dette publique, résonnent sur les 3 étages de la fusée, État, collectivité territoriale et sécurité sociale. Nathan Devers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un 4e étage de la fusée ? Je pose la question depuis mon ignorance totale en économie, donc je me méfie des questions soi-disant naïves. Non, elle est vraiment naïve, mais j'ai l'impression que parmi les causes de la hausse importante de l'endettement de la France, il y a eu aussi le fait que quand la France a été confrontée à des crises, elle est rentrée systématiquement dans la culture du quoi qu'il en coûte, en dehors des annonces annuelles de budget. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut contester, critiquer à la racine, même si François Bayrou n'aura pas à l'annoncer demain quand il parlera de son budget, mais est-ce que c'est pas le grand tournant qu'il faut que la France fasse ? C'est le grand tournant presque culturel, et pas depuis hier. Ça dépasse les clivages droite-gauche. Je me souviens du débat sur la cagnotte. 1997, la croissance est plus forte que prévu. La croissance plus forte que prévu, ça veut dire que vous avez plus de rentrées fiscales, plus de rentrées de TVA, d'impôts sur les sociétés, etc. Au lieu de réduire le déficit public, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les dépenses. C'est-à-dire qu'il y a cette réaction dans la tradition, j'allais dire, économique, administrative, culturelle française, où quand la croissance revient, je répète, les autres pays, pas tous, mais je pense à un pays comme l'Allemagne et quelques autres autour de nous, quand la croissance repart, on utilise ça plutôt pour réduire les déficits. Nous... il y a les cigales et les fourmis, c'est connu ça. Si vous voulez, donc c'est un problème culturel, c'est bien ce que je disais. C'est ce que dit Nathan et c'est ce que vous dites et vous êtes d'accord avec lui. Oui, mais ça dépasse largement les clivages politiques, cette affaire-là. Oui, clairement. Gabriel. Non, la question que je me pose, c'est que est-ce que l'appréhension que fait François Bayrou, en tout cas, donne l'impression de faire de ce budget, des mesures drastiques qu'il pourrait prendre, ne montre pas sa déconnexion ? Parce que imaginez, alors je crois que c'est une députée socialiste qui l'a proposé, vous l'avez évoqué, Amélie de Montchalin a dit que c'était possible, si j'ai bien compris, évoquer la suppression des aides à domicile, dire par exemple que elle pourrait être limitée aux personnes dépendantes, mais qui est dépendant ? Enfin, une personne très âgée qui emploie un jardinier, enfin, ça va toucher vraiment un nombre de Français incroyable. Imaginez que ça va passer crème, pardon, je reviens un peu avec une idée fixe, alors que visiblement tout ce que la Cour des comptes a pu épingler n'est pas touché. Comment imaginer que politiquement ça va pas gronder ? Vous dites qu'il y aura pas de cocktail Molotov. Je suis pas aussi optimiste que vous. Non, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Le seul fait qu'il l'évoque, c'est qu'il y en aura peut-être un. Christian de Boissieu. C'est un problème d'analyse coût-avantage, c'est-à-dire que vous risquez
de déclencher une sorte de réaction politique et sociale, peut-être pour des économies relativement faibles. C'est ce que j'appelle l'analyse coût-avantage. Parce que, au fond, par rapport aux aides à domicile, etc. Surtout que ça va faire du travail au noir, j'imagine bien. Mais où vous rabotez un petit peu, et dans ce cas-là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'économies, vous réduisez le dommage politique, mais l'avantage financier que vous en tirez est faible, ou alors vous allez carrément vers une suppression d'une partie. On va avoir le même problème, excusez-moi de le dire, parce qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, des mesures vis-à-vis des retraités. Bon, qui sont un électorat important. Avec le vieillissement de la population, il est de plus en plus important. Et vous avez les débats sur la désindexation. La désindexation ou pas. À mon avis, il faut pas la faire générale, parce que on va pas désindexer les petites retraites. Bon, le problème, à nouveau, c'est un problème de seuil qui est posé. Qui est posé aussi pour les barèmes de l'impôt. Pour les revenus, pour les patrimoines, ça veut dire être riche, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un retraité aisé? À partir de quand, en termes d'euros, on considère qu'il est aisé? Vous avez aussi le débat sur la déduction fiscale de 10% des retraités, qui pourrait, je suis pas en train de faire le budget à la place du Premier ministre ou du Non, mais on envisage tous les scénarios possibles. Est-ce qu'on a raison, Christian de Boissieu, de faire un menu à un seul plat? C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est ou. C'est-à-dire ou une année blanche, ou la désindexation des retraites, ou le changement du barème de l'IR. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir plusieurs facteurs? Écoutez, pour moi, c'est fromage et dessert. Ah oui. Dès qu'on peut trouver de l'argent. C'est pas fromage ou dessert, c'est-à-dire, je pense que pour arriver aux 40 milliards, c'est pas fromage ou dessert, il faut jouer sur toutes les marges. D'autant plus, parenthèse, qu'avec tout ce qui se passe au plan international, la guerre commerciale qui est loin d'être terminée, l'incertitude qui pèse sur la consommation, sur l'investissement, etc., les hypothèses avec lesquelles le gouvernement prépare le budget 2026 peuvent être discutées en termes d'hypothèses de croissance. Cette année, le gouvernement prévoit pour 2025 une croissance de 0,7%, on sera peut-être en dessous. Et l'année prochaine, le gouvernement prévoit, c'est pour l'instant l'hypothèse... On est généralement en dessous, là je crois qu'au premier trimestre on était à 0,1. Oui, puis je veux dire, la guerre commerciale, ce que nous fait M. Trump et ce qui se passe dans le monde, tout ça n'arrange pas la croissance mondiale européenne et française. Et l'année prochaine, enfin pour l'instant, ma connaissance, la loi de finances, c'est-à-dire le budget 2026, est préparé avec une hypothèse de croissance de 1%. Bon, donc si on est en dessous, ça veut dire moins de rentrée fiscale, etc., peut-être un peu plus de dépenses, et là encore, c'est peut-être pas 40 milliards, c'est peut-être plus qu'il faut trouver pour atteindre l'objectif de déficit public pour l'année prochaine de 4,6% du PIB. Christian de Boissieu, puisque vous parlez de la situation internationale, j'en reviens à ce livre, L'économie sans intox, où vous êtes plusieurs économistes du cercle des économistes à avoir chacun fait un sujet. Vous avez planché sur la fragmentation de l'économie mondiale. Vous dites, alors la fragmentation de l'économie mondiale, ça commence à devenir vraiment très très grave. Vous dites, pour que la fragmentation en cours se transforme en véritable démondialisation, il faudrait que se cumulent des chocs systémiques encore plus graves que la crise financière mondiale de 2008, que le Covid-19 ou les guerres en cours déjà suffisamment meurtrières. Même si c'est une question faussement candide, est-ce que ça veut dire qu'on a des raisons quand même d'être plus ou moins optimiste? Écoutez, moi en tant qu'économiste, ça m'intéresse pas d'être pessimiste. Parce que si je dis, quand je présidais pendant 9 ans le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, les services de Matignon me posant des questions en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour aborder ce problème difficile. Et si j'ai répondu, il n'y a rien à faire, il faut mieux que je change de profession. Ouais. Ce qui m'intéresse comme économiste, c'est de dire, il y a des défis à relever, la situation n'est pas évidente, voilà ce qu'il faut essayer de faire et ce qu'on peut faire. Alors, par rapport à votre question, ce que je voulais dire dans ce chapitre sur la fragmentation, c'est que il y a, depuis le Covid surtout, il y a eu des cassures dans l'économie mondiale, de la rupture dans les chaînes de valeur, des chocs que vous venez de rappeler, etc. Et c'est loin d'être terminé. Une fragmentation qui n'est pas, pour l'instant, une démondialisation, je pense qu'on peut l'éviter. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, le sujet ou le défi est principalement européen. L'Europe est complètement absente des grands problèmes de l'économie mondiale. L'économie mondiale est traversée par deux conflits majeurs. Le conflit États-Unis-Chine, sur lequel l'Europe n'a rien à dire et ne peut rien faire. Pas de prise. Et le conflit entre le Sud global,
qui se renforce et le Nord, dans lequel l'Europe et la France n'ont pas grand-chose à proposer. Donc, moi, je veux c'est là où je parle beaucoup du rapport Draghi de septembre dernier, il y a 10 mois. Le diagnostic fait par le rapport Draghi sur, au fond, l'Europe est à la traîne par rapport aux États-Unis en termes de croissance, de productivité, d'innovation, de talent. Et le rapport Draghi fait pas uniquement le constat, il dit voilà un certain nombre d'avenues possibles pour essayer de combler une partie de notre retard. Depuis 10 mois, il s'est rien passé en Europe. L'Europe est très faible, on a des vraies carences dans la gouvernance économique et politique de l'Europe. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin. Vous avez 2 heures pour plancher et sinon il y a des questions des auditeurs qui pourront vous être adressées directement. Merci beaucoup Christian de Boissieu d'avoir été avec nous sur Europe.